été élu Rochelet, à la fois au conseil municipal, au conseil général pendant 25 ans, directeur de cabinet du maire historique emblématique de La Rochelle, Michel Crépeau, et vous avez été particulièrement élu en charge des transports et de la mobilité durable. C'est à ce titre qu'on vient vous embêter aujourd'hui. Un plaisir, un vrai plaisir. Par le truchement, si je puis dire, du dispositif Yellow, qui est un dispositif de mobilité durable assez révolutionnaire, mais qui prend racine il y a déjà quelques décennies. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le rapport que La Rochelle entretient avec la mobilité durable et plus largement peut-être la qualité de la vie? Écoutez, ce avec quoi d'abord La Rochelle se conjugue, c'est l'envie d'être le lieu de référence où on inventerait le bonheur tous ensemble. En tout cas, c'était l'état d'esprit de Michel Crépeau quand au début des années 70, il devient maire de La Rochelle, alors que partout on dit l'avenir c'est l'économie, il faut faire des zones industrielles, des zones économiques. Lui il dit non, il faut d'abord remettre l'homme au centre de la cité et redonner une dimension humaine à tout ça. Moins de voitures, moins de villes sous pression, moins l'argent roi, la culture, les rencontres, le plaisir de déambuler et puis de se fondre dans une belle histoire. Voilà, c'était ça son projet, c'était un projet un peu de poète. Et à partir de là, tout ce qui fait la vie, se former, s'alimenter, se soigner, se déplacer, devient un sujet. Et sur les questions du déplacement, il commence à dire, vous savez, Pompidou disait l'avenir c'est les voitures, on construira les villes autour de la voiture, et Crépeau disait exactement le contraire, il faut commencer par sortir les voitures. D'abord parce qu'elles en fument, deux parce qu'elles coûtent cher en carburant et un jour on paiera très cher, on manquera de carburant. Il dit ça avant le premier choc pétrolier de 73. Quand les gens sont enfermés dans leur caisse en fer, ils se font des bras d'honneur. J'ai vu des bourgeoises, moi très pointues, me faire des bras d'honneur. Et j'ai pas pris ça pour une invite. Et il installe très très vite une des premières maisons de culture en France. Il fallait aller à Paris avant pour se cultiver, ou alors aller au théâtre municipal. Et lui, donc vous voyez, il engage plein de révolutions. Les transports, le rapport à la ville, le rapport à la culture, le rapport aux voisins, et il fait de la ville un vrai laboratoire. Voilà. Ça commence fin des années 70, en 1976, si ma mémoire est bonne, avec quelques rues piétonnes et les vélos jaunes. Et c'est exactement ça, la première touche, c'est de dire si je veux moins de voitures et puis que les gens puissent marcher tranquillement, bah faut qu'ils puissent marcher, donc je vire les voitures et j'ai fait marcher les gens dans les rues. Première rue piétonne, il y en avait quelques-unes à Rouen, mais le premier plateau, où il y a toute une interconnexion de rues entre elles dans l'idée d'un grand secteur piéton, c'est La Rochelle qui l'invente. Il invente les secteurs sauvegardés, l'idée que comme on commençait, enfin les promoteurs commençaient à ravager l'histoire des centres-villes, regardez Avignon au tout départ, il crée le premier secteur sauvegardé de France. Et puis après ça, il dit, mais il faut bien se déplacer, on va mettre des vélos. De toute façon, quand on est en ville, pris dans un bouchon ou sur un vélo, on ira toujours plus vite à vélo et au moins ça fera du bien pour la santé. Et il lance les premiers vélos, mais alors, comme Michel Crépeau, une intuition, il en fout partout, il organise pas bien, donc les gens preniez un vélo, vous alliez chez le boulanger, le temps de sortir avec vos croissants, votre baguette, paf, quelqu'un était passé par là, avait vu votre vélo, l'avait embarqué, donc à la fois ça faisait des bagarres, à la fois des vélos, on en a retrouvé à Lübeck, à Hambourg, dans le port d'Amsterdam, parce que tout le monde les volait, donc il a fallu après mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Et de la même manière, sur la voiture plus tard, il disait plutôt que d'en avoir chacun une, et si on avait des voitures pour plusieurs, et qu'elles soient à propulsion électrique. Il avait toujours un temps d'avance sur son temps, et ça c'était 20 ans avant que Paris installe le Vélib, avant que Paris installe les voitures partagées, etc. T'as vu la pollution qu'il y a ici, Jérémy? Là je t'emmène dans une ville où il y a des voitures qui polluent pas. Ah, c'est des voitures à pédales? Non, non, des vraies voitures, c'est à La Rochelle. Allez viens, tu prends le volant. Allez Marcel, à La Rochelle. 20 ans avant, La Rochelle essaye. Elle teste les modèles économiques en même temps, parce que c'est bien beau de dire on va faire, mais si ça coûte et que ça ne rapporte pas, ou peu, ou trop peu, eh bien le modèle économique était testé ici, pour les vélos, pour les voitures électriques, etc. Donc les vélos, les rues piétonnes, la démarche est lancée, et elle ne va jamais s'arrêter, puisque dans le temps, il y a d'autres expérimentations qui sont menées. J'en ai une en tête, c'est la journée sans voiture, et plus tard on va y arriver, le fameux dispositif Yellow, qui ne sort pas de nulle part, qui est un agglomérat et une marque ombrelle finalement de ce dispositif durable. Alors il y a dans la panoplie de l'offre de transport de La Rochelle, il y a eu d'autres choses, parce qu'après il y avait l'idée que et si les anciens quartiers, les gares avaient fermé, on réactivait le train, au lieu de s'arrêter en gare de La Rochelle, s'y remontait jusqu'à la Palisse en réouvrant les petites gares de quartier. Donc il y avait l'idée du train. La Rochelle est coupée en deux par la rade, et si le bateau pouvait jouer un rôle pour traverser la rade, donc vélo, les pieds, le bateau,
le train et puis les bus, mais dans une autre approche. Les bus, il faut qu'ils fassent des grands circuits de reins sur l'agglomération pour amener les gens aux portes de la vieille ville. Et puis après, hop, on change de braquet, on fait autre chose. On saute sur un vélo. Donc ce qu'il voulait aussi, c'était la pédagogie. Parce qu'on peut faire des révolutions d'en haut. Si elles ne sont pas absorbées par l'envie des gens en bas, ça n'a strictement aucun sens. La journée sans voiture, vous en parliez, c'était à ce moment où tout le monde, on ne discute plus de la place de la voiture, les gens disaient, parce que ça fait partie de notre vie, voilà, c'est nos marqueurs. Dans la vie, on a une maison, on a une voiture, on n'en discute plus. Et Crépeau disait, mais on peut peut-être en discuter. Si à un moment, la pollution, etc., c'est pas bon pour nos enfants, et si un jour on arrêtait la circulation des voitures, mais qu'on essaye de mener une vie normale, on va au boulot, on va aux écoles, on va chez la grand-mère, on va se soigner chez le médecin, etc. On regarderait le soir s'il y a eu moins de pollution, si c'est vraiment une solution. Et ça tombe bien, parce que du coup France 2 faisait un dossier de l'écran sur cette question et cherchait une petite ville en France où on pourrait essayer de couper face aux grandes villes comme Singapour où c'était très pollué. Et Michel Crépeau me dit, ouais, on y va, on réfléchit ensemble, on y va, si ça marche, c'est grâce à moi, si ça marche pas, ça sera de ta faute et tu seras viré. Je dis, parfait, ça me paraît comme contrat, ça me convient. Je dis, mais je pense que les Rochelais sont prêts à cela. Donc on a surtout passé 3 mois à discuter avec les Rochelais sur faire, pas faire, est-ce que c'est utile, est-ce qu'on tient à la santé de nos gamins, est-ce que sur le principe, avant de voir sur le plan pratique, sur le principe. Et là, 90% de gens disent, sur le principe, bien sûr qu'il faudrait essayer. Puis après, sur le plan pratique, oui, mais la grand-mère, oui, mais... On a répondu à tout, par des bus, des taxis, ça venait de partout, des gens qui se mettaient à disposition pour régler les problèmes en disant mais on réglera tous les problèmes, mais essayons. On l'a fait. L'année suivante, Michel Crépeau avait dit, le jour de la journée sans voiture, j'invite le gouvernement français à faire de cette journée une journée nationale l'année prochaine. Dominique Voynet, qui n'avait pas cru ça intéressant, elle n'avait pas jugé bon se déplacer. Elle voit qu'il y a du monde, et du coup, elle décide de lancer l'appel, mais Crépeau l'avait lancé avant elle. L'année d'après, la journée était nationale. Et l'année d'après encore, elle devenait européenne. Aujourd'hui, elle est mondiale. 100 millions de personnes le 22 septembre chaque année. Mais plus La Rochelle, qui considère qu'elle est trop en avance, vraisemblablement. Elle avait quand même lancé une mode, et une mode qui allait dans le bon sens. Pédagogie, pédagogie, pédagogie. Les gens, comment ont-ils réagi? Et j'ai une double question qui est, vous les avez convaincus sur le fait que diminuer la pollution, c'était important, mais il y avait aussi la notion de qualité de vie. Il me semble que cette première journée sans voiture a été aussi l'occasion de faire une grande fête pour que tout ça soit populaire finalement. Elle s'est transformée en grande fête parce qu'au-delà le règlement de toutes les questions pratiques pour que chaque besoin de mobilité soit réglé, cette journée soit une vraie journée de bonheur. C'est-à-dire qu'à la fois tous les gamins sont sortis, il n'y avait pas d'école dans la classe, il y avait école dehors, on va faire freiner dans la ville pour voir comment c'est. Les clubs de 3e âge, les associations étaient de sortie, le sport était dans la ville et on était là au service de nous-mêmes indépendamment de la voiture. Et le soir, quand on a relevé tous les compteurs, alors est-ce qu'on avait moins pollué, est-ce qu'on avait entendu moins de bruit, est-ce que ce que disaient les gens c'est, ben, vous savez quoi, il y avait longtemps que j'avais pas vu ma voisine, il y avait longtemps que j'avais pas senti l'odeur du porc à la marée qui monte, il y a longtemps que j'avais pas entendu le bruit des gamins qui vont à l'école noyés dans le brouhaha de la ville. Finalement, on est bien con de vivre comme on vit avec nos bagnoles, disaient les gens, et c'était l'indice de bonheur qu'on n'avait pas relevé et qu'on aurait dû relever avec des spécialistes, puisqu'on avait des spécialistes de tout pour les sciences. Mais c'était les sciences humaines ce soir-là qui avaient primé, et la population qui disait il faudra refaire, parce que vraisemblablement, il a raison monsieur le maire, la solution est dans le retrait progressif de tous ces objets de pollution. Mais en préservant le besoin qu'on a de bouger et de bouger de plus en plus. Alors après, il faut être intelligent, c'est pas le bus contre la voiture contre quelque chose. C'est comment on prend un peu de tout, une petite dose de voiture quand on vient de loin, mais quand on s'approche de l'endroit concentré, on laisse tomber la bagnole, on saute dans des bus qui font des grands drains, et puis après on retrouve un petit vélo à la gare, et puis on retrouve un petit bateau pour traverser le chenal pour aller à la préfecture là où je travaille par exemple, et puis il faut avoir une seule carte, pas une carte des bus, une carte du bateau, une carte du vélo, une carte de... Parce que les gens disent, vous nous emmerdez avec vos histoires, et puis on monte les gens les uns contre les autres, on sait bien que c'est un peu dans l'air du temps, mais c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Et on a réussi à inventer ici à La Rochelle, au forceps, mais une carte unique. J'ai une carte. Pour mon besoin de déplacement chaque jour, j'ai 10 km. Et ben, j'ai besoin d'un peu de vélo pour aller à tel endroit. Puis après, je récupère ma voiture au parking P+R là-bas. Puis, donc vous mettez une petite dose de P+R, une petite dose de train, une petite dose de vélo, une petite dose de bateau. Total 75 € pour le mois. Voilà. Et avec ma carte, je fais tout. Même je vais sur le département, même je monte dans les trains de la SNCF, etc.
Alors juste une petite précision, le P+R c'est parking relais. Parking relais, oui, c'est ça. Qui permet de poser sa voiture en périphérie de la ville et de profiter du dispositif commun. Après du transport public, oui. J'imagine que vous en avez un peu parlé. Mettre en place un tel dispositif, ça n'a pas été facile, notamment avec les acteurs sociaux, économico-politiques de la ville. C'est-à-dire qu'il faut à la fois toutes les associations à caractère militant, du bien vivre, du bien-être, etc. Mais l'association des motards, il faut qu'elle soit dedans. L'association des taxis, il faut qu'elle soit dedans. L'association des artisans, chacun considère qu'il est à lui tout seul un droit, une priorité. Et non, il faut que chacun prenne conscience que mais c'est partagé. C'est des beaux mots, c'est des vraies révolutions. Ça c'est de la vraie politique. Ça, quand on met autour de la table des gens qui considèrent que la liberté c'est eux, avec leur association de défense, et que soudain on dit la liberté c'est nous tous, avec la part qui revient le plus à tel moment. Mettre les gens autour comme ça pour se dire des choses comme ça. Et puis conclure à la fin par une charte qui est une charte, allez, on se respecte et là-dessus ça sera toi, là ça sera moi. Là. Ça c'est ce qui est le plus difficile, j'allais dire. C'est la machinerie humaine qui est la plus complexe à monter. Et quand on a voulu mettre les transports du département, la SNCF, les transports de l'agglo, les transports de la ville, les gars du vélo, les sous-traitants de la voiture électrique autour d'une table, tout le monde était d'accord sur l'idée. Oh, c'est une belle idée, hein, oui, tous ensemble. Mais chacun avait dans l'idée, oui, mais moi d'abord, parce que mes sous, ça va se passer comment? Et donc on s'apercevait, les gars nous disaient, oui, mais ça va être compliqué, les ordinateurs, l'ingénierie derrière, les machines ne vont pas réussir à faire, vous savez, rémunérer l'un, ristourner l'autre, non, ça va pas. On s'est très vite aperçu que les machines savaient tout faire, pour peu qu'on on leur donne les bons ordres, et que le premier blocage, il n'était pas dans les machines, le premier blocage, il était dans les neurones de ceux qui étaient autour de la table et qui ne faisaient pas l'effort qu'il fallait pour emboîter des choses qui s'emboîtent très facilement, on le voit bien aujourd'hui avec le recul, avec les trottinettes, vous les laissez n'importe où, elles sont identifiées, repérées, récupérées. La révolution technologique, elle aurait pu faire déjà depuis 20 ans bien des choses. C'était les neurones de chacun titulaire d'un peu d'autorité autour de la table qu'il fallait mettre bout à bout. Et ça, c'était pas l'exercice le plus facile. Mais on a pu le faire avant tout le monde, donc ça a permis de faire avancer nationalement des causes après. Sur l'exemple Rochelet. Vous parliez, je rebondis tout de suite, de trottinette et je vais traduire le off. Je vous ai vu arriver à cette interview en trottinette. Ouais. Pour vous, c'est pas du tout du gadget, puisque cet objet est décrié, c'est un vrai moyen de mobilité douce pour demain. Oui. Non, c'est pas une mode du tout. Alors le seul problème, c'est que dans cette espèce d'enfer médiatique, hyper médiatique, où dès qu'il se passe un truc qui renifle un peu le fait divers avec les chaînes en boucle, 24-24, on vous raconte que le péril est dans nos villes, avec les trottinettes pour 3 azous qui se conduisent comme des belous. Écoutez, il faut taper sur les belous, il faut enfermer les azous. Et pour le reste, ça a pris spontanément ça, auprès de toutes les générations, pour des petites distances qui sont les dernières petites distances qu'on peut faire en soulageant ses jambes, surtout dans une société qui vieillit. On avance raisonnablement dans des espaces très calmes, on est à la dimension humaine d'une ville piétonne avec la trottinette. Alors, il y a des usages qui ne sont pas de bons usages, c'est les usages sur lesquels il faut taper, mais il ne faut pas taper sur l'objet, et du coup, le brandir comme une nouvelle menace sur nos villes. Donc, j'attire l'attention d'ensemble des médias qui sont là, qui ne savent pas parler des choses. Quand il y a un usager qui n'est pas à la hauteur, on tape sur l'usager, mais on ne tape pas sur l'objet. Et moi, je dois dire que jadis, c'est quand il fallait que je prenais ma voiture pour venir à La Rochelle. Je n'utilise plus du tout une ville comme ça. On est à 4 minutes en trottinette du centre-ville de chez moi. Je vais au cinéma de l'autre côté du centre en 12 minutes avec la trottinette. Et je vais à la vitesse d'un piéton, j'ai le temps de regarder les choses, voilà. On n'est pas obligé de faire ce qu'il faut. Alors on n'est pas obligé d'aller se foutre dans la foule et puis de faire le kéké au milieu de la foule. De toute façon, en matière de déplacement, d'une façon générale en matière d'humanité, c'est le plus fort qui doit s'effacer dans le plus faible, toujours. Voilà. On doit toujours donner la priorité au plus faible. Alors quand on arrive avec la trotte, qu'on va plus vite, qu'on est plus à l'aise, qu'on est plus confort, à un moment il y a du piéton, bien sûr que c'est le piéton. Alors on se met sur les pistes ou on se met pas sur les trottoirs. Mais des petites règles simples, voilà. Mais on ne diabolise pas l'objet. Et vous allez voir, et moi je l'avais proposé à l'époque aux constructeurs, j'étais dans des conseils d'administration nationaux, etc. Je disais aux constructeurs, inventez les voitures du futur qui soient peut-être électriques et mettez dans le coffre un vélo pliable de sorte que les gens sachent que quand ils arrivent en ville, on ne va pas plus loin qu'on ne peut, on s'arrête mais on saute sur le vélo et on devient autre chose. La mobilité continue autrement, mais on intègre dans le prix de la voiture le vélo. On peut intégrer des trottinettes dans le prix des bagnoles quand on achète une bagnole. Voilà. C'est un élément de plus qui se greffe. Oui, et puis il y a des choses qui ont avancé aussi, Thibaut, c'est que jusqu'à présent la mobilité c'était
c'était un marqueur de promotion sociale. Quand on faisait une vie, on démarrait sa vie, on disait ben, dans une vie, il faudra que j'ai une petite voiture, une moyenne voiture, une grande voiture, ensuite une petite maison, une grande maison, etc. Et que j'en sois propriétaire. L'idée de la propriété, je dis ça depuis 15 ans, est quelque chose qui va peu à peu s'estomper sur une génération qui n'est pas là pour posséder des objets, mais pour jouir d'usage d'objets. On le voit bien dans le rapport à tout le matériel électronique, on n'achète plus les téléphones, on n'achète plus tout ça, c'est les usages qui intéressent les gens aujourd'hui. Et donc, sur les voitures, quand Crépeau a commencé pour la première fois, donc, il était regardé mais alors, comme un zombie par les gens et par les constructeurs automobiles, la voiture, 1 pour 10, ça suffit bien, puis on la prend quand on a besoin. Les voisins faisaient ça avec la tondeuse de la raquette, on achetait une tondeuse pour 10, c'était bien mieux. Et donc il y a eu 2 révolutions à La Rochelle avec l'histoire de bagnole. C'est un, qu'elle soit électrique à l'époque, même s'ils n'en faisaient pas une religion, mais ils disaient bon, il faut arrêter avec le pétrole. Et 2, qu'elle soit partagée. C'est-à-dire que des gens, il y avait 500 abonnés il y a une trentaine d'années quand le service a été lancé, 500 abonnés de La Rochelle qui ont laissé tomber leurs 500 bagnoles pour se partager un parc. Ça veut dire qu'on avait mis de côté 500 voitures pour un parc partagé par des gens. Ça fait 500 voitures en moins en ville. Et 500 voitures, c'est la taille d'un grand parking. On faisait l'économie d'un grand parking. Et partager sa voiture... Ah ben ça a pris terriblement. Et c'est là où on a dit, il y a une génération qui est prête pour aller même plus loin encore, dans l'idée qu'il faut arrêter d'avoir des rapports affectifs avec les biens matériels, avec ce monde de la consommation, là où on n'est que des tuyaux de transit entre un truc qu'on achète et un truc qu'on jette. Il faut simplement, quand on a besoin de se mouvoir, pour aller embrasser ceux qu'on aime, pour aller dans la nature, pour aller, etc., de le faire simplement, proprement, pratiquement, et avec autre chose que sa voiture. Là. Voilà. Et ça m'amène une question, on a parlé qualité de vie, on a parlé partage, ce qui amène logiquement à la solidarité, et c'est pas facile pour tout le monde de se payer des moyens de transport. Est-ce qu'il y a eu une politique de financement des moyens de transport aux gens qui étaient les moins bien armés pour se les payer? Oui, alors après ça dépend des villes, ça. C'est elles qui décident dans leur politique sociale si elles prennent en charge sur les personnes les plus modestes, etc. Tout ou partie des besoins qu'elles ont de se déplacer. Surtout quand elles sont au chômage et qu'il faut aller chercher du boulot, on ne va pas rajouter un frein en permettant pas que les gens se déplacent. Mais après ça, quand ils ont du boulot, par contre, pour aller au boulot, comme on a concentré les zones de travail et qu'on les a éloignées des villes, on fout tout le monde dans les bagnoles avec l'obligation d'aller tous à la même heure au même endroit. On n'a pas fait de l'ingénierie de la mobilité quand on a inventé l'espace urbain comme ça. Donc des contrats avec des clubs d'entreprise pour essayer de déployer l'autopartage, pour éventuellement imaginer un bus à une heure précise qui soit un drain sur le bon itinéraire pour tout à coup prendre 60% de la population de l'entreprise en tout cas. Voilà, par adjonction de touches sur le besoin crié en cas, soit d'aller bosser, soit d'aller chercher du boulot chacun, soit parce qu'il est âgé, d'avoir des modes plus doux, plus accessibles et qui ne soient pas privés parce que simplement c'est le bus et puis l'arrêt il est à 400 mètres. Il y a comme ça dans la palette rochelaise des tas de possibilités de choisir et financièrement des adaptations. Voilà. Alors vous avez les gens qui n'adaptent rien, donc c'est le prix, là c'est 2,20 € le ticket ou 2,50 € le ticket. Et puis il y a ceux qui disent comme ça ne rapporte pas le transport, c'est déficitaire, il faut faire gratuit. Sauf qu'à un moment, il faut bien que quelqu'un paie, parce qu'il y a du service, il y a des chauffeurs, il y a de la qualité de signalisation, voilà. Et puis après, quand les bus sont usés, il faut bien les renouveler. Comment on fait pour les renouveler? Surtout si on veut qu'ils soient à propulsion plus douce, ils sont plus chers. Donc l'équation économique, elle est pas simple. En termes d'infrastructure, elle devrait être régionale, nationale. Elle s'est régionalisée. Et puis en termes d'usage, d'abonnement, d'usagers, politique sociale locale. Mais il y a des moyens de changer les comportements et les états d'esprit et qui ne coûtent pas grand-chose. Je pense au dispositif d'accompagnement des scolaires à l'école. Oui. Je crois que vous avez lancé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, ici à La Rochelle, on était parti du principe que là aussi, pour pas que les voitures arrivent jusque dans les points d'embolie, parce qu'évidemment les parents, ils se plaignent de tout, du danger de la bagnole, mais s'ils peuvent être les premiers à arriver devant la porte de l'école pour déposer leurs gamins en bloquant tout, ils seront bien sûr les premiers. Donc on avait dit pas de jaloux pour éviter ces espèces de discussions de faux cul, passez-moi l'expression, mais oui, tous ensemble, mais moi d'abord. Écoutez, tout le monde va s'arrêter au même endroit, là où il y a de la possibilité de vous garer, c'est plus sécurisant pour vos gamins, pour tout le monde.
et on prend vos gamins et on finit la route à pied ensemble en chantant des belles chansons. Et on avait inventé quelque chose qui s'appelait Carapate. Donc alors après, il y a eu des tas de déclinaisons de Carapate. Les gamins se regroupent à une heure précise, du personnel municipal les prend, les accompagne sur le trottoir en chantant jusqu'à l'école. Voilà. Et puis chaque école après inventait des choses, ramassage interfamille. Alors il y a des choses qui se faisaient spontanément dans les réseaux de voisinage, mais il y a des choses, si on ne poussait pas l'organisation pour faire le déclic dans la tête des gens, alors après les gens ils disaient ah bah c'est intelligent, puis ils s'apercevaient qu'ils auraient pu le faire sans nous. Mais bah, ça sert à ça, des municipalités. Ça Ce que j'entends, c'est que dès qu'il y a un déclic, les gens derrière embrayent. Oui. Et ça enthousiasme. Oui, mais parce que les questions de la mobilité, ça intéresse tout le monde. C'est à la fois tout le monde rêve de faire son voyage, de faire le besoin qu'on a de bouger. Alors d'abord parce que les villes ont été dessinées depuis la charte d'Athènes de sorte que les années 60 là, sur le modèle américain, les zones où on habite, les UP, les zones où on travaille, les zones industrielles, les zones où on fait les courses, les zones commerciales. Tout ça distant de 4, 5, 10 km, la bagnole au milieu pour régler les problèmes. Vous rentrez chez vous, il n'y a plus rien à voir parce que voilà, il n'y a plus de gens qui travaillent puisque hop, vous êtes dans les zones à travail le soir quand toutes les lumières sont éteintes, tout le monde est parti, des espèces de mouroirs et puis des lieux de troubles potentiels. Et puis les zones commerciales, c'est le rendez-vous de l'hyperconsommation avec plus rien, tout artificiel, plus grand chose de naturel. Donc on est dans l'excès de toutes les horreurs à chaque fois. Et bon, donc, ça s'accompagne, les questions de la mobilité aussi, de la meilleure façon de dessiner la ville. Il ne faut pas aller faire travailler les gens à perpète. Il ne faut pas tout concentrer dans le même coin. Il faut, avec les gens, regarder par où il vaut mieux passer et puis dessiner la ville ensemble. Fini les grandes concentrations du travail, de l'habitat. Mais vous avez encore des maires, des équipes municipales qui pensent que le progrès c'est ça et qui sont encore sur ces chemins. De la concertation, de l'écoute, oui. Ensemble, c'est ce que je retiendrai. Oui, et puis la vie s'invente tous les jours, donc il n'y a pas une recette qui vaut aujourd'hui pour tout le monde et éternellement. Il y a à chaque fois adapté. Les gamins aujourd'hui sont beaucoup plus... Le sport, la culture, beaucoup plus mobiles, on les laisse un peu plus tout seuls. Bon, bah, comment qu'on fait pour que les gamins plus jeunes puissent balader, enchaîner un bus, un vélo, un truc, sans que ces ruptures de charge soient des facteurs d'embrouille, mais au contraire, soulage le besoin qu'on a de plus en plus grand de pouvoir vivre une vie bougeante. Voilà. C'est une transition formidable vers la conclusion de cette interview. Vous avez déjà pris beaucoup de temps. C'est comment est-ce que vous rêvez la ville de demain, comment vous rêvez votre ville, La Rochelle, ouais. Et si vous aviez une bouteille à la mer à laisser à cette jeune génération qui est porteuse d'espoir, parce qu'on a du pain sur la planche entre l'écologie et le solidaire. Ouais. Voilà, quel serait votre rêve? Bah, moi je vais vous dire, il y a deux caps qu'il faut tenir. À partir de là, on accroche toutes les questions qui se posent par le fait qu'on est vivant, il faut manger, c'est l'amour des autres. On est un élément de la chaîne du vivant. On pensait qu'on était le suprême. On n'est pas le suprême, on est on est minable dans nos excès par rapport à toutes les formes de vie, merci à la biodiversité, d'être arrivé comme une idée qui s'impose pour nous remettre à notre place. Et puis deux, l'amour de la planète. Voilà. L'amour de nous-mêmes et puis l'amour de la planète parce que on n'a guère que ça qu'on possède. Et en plus, même pas, il faut rendre des clés à la fin. C'est quoi votre petit bonheur, vous, sur cette terre? Petit bonheur simple? D'être là, de traverser les parcs de La Rochelle. Et puis, moi, j'aime bien aller le dimanche. Je me prends une douzaine d'huîtres et je m'en vais avec mon petit van, parce que c'est quand même un petit peu loin pour y aller en vélo, du côté des carrelets de Fouras. Je me mets tout seul dans les rochers, au pied d'un carrelet, et je regarde l'île d'Aix, l'île de Léron, et soudain, derrière l'île de Léron, la passe qui conduit à l'Amérique. Je m'évade, voilà. Et je fais pas grand-chose. Je ne fais rien, mais en même temps, je fais tout. Bon, bah là, vous avez fait rêver les millions de téléspectateurs qui regardent les Pandarous mais qui n'ont pas accès à la mer. Ouais. Merci en tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir.